Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un thème qui m'est cher, qui est celui du travail des seniors. Alors je dirais que je vais surtout faire écho à un rapport que vous avez peut-être vu de la Cour des comptes qui a été produit le 10 octobre dernier, qui pousse un cri d'alerte finalement sur le travail des seniors, ou plus exactement sur l'inertie des pouvoirs publics sur cette fraction d'âge. Alors, en termes de seniorité, on ne sait jamais si on parle de personnes qui ont plus de 45 ans, plus de 50 ans. On va considérer qu'ici, on est sur des personnes qui sont âgées de 50 ans et plus, même si en fonction des entreprises, parfois la seniorité est très très jeune. On entendait encore au sein du cabinet cette semaine qu'au bout de 2 ans d'ancienneté, dans certaines entreprises, on est considéré comme senior. Bref, passons cette parenthèse. Didier Migaud, le premier président de la Cour des comptes, met en avant les risques de précarité de cette population pour des raisons qui semblent évidentes, à savoir les modifications des règles d'assurance chômage qui font que mécaniquement l'indemnisation se trouve baissée, et puis surtout les règles de retraite qui ont été modifiées visant à un allongement de la durée de cotisation. Et donc, fort logiquement, les seniors sont en première ligne dans ces deux mesures. Ce n'est pas la première fois qu'on parle du sujet des seniors, mais je dirais qu'au regard des chiffres qui sont plutôt alarmants, ce sujet tend à devenir une vraie préoccupation au niveau national. On va citer quelques chiffres. Pour information, le nombre d'emplois des personnes âgées de 60 à 64 ans est d'un peu plus de 30%, là où en Europe il est de 45%. Au même titre, le nombre de chômeurs de plus de 50 ans est au-dessus des 900 000, ce qui est extrêmement significatif. Toujours en illustration, pour information, le taux de retour à l'emploi, c'est-à-dire le nombre de personnes qui vont retrouver une activité pleine, il est uniquement de 30% pour les personnes de plus de 58 ans et il est un peu plus de 50% pour les personnes âgées de plus de 50 ans. On voit donc que c'est un véritable sujet qui se pose là et pour lequel le gouvernement, au regard du modèle économique et du modèle assurantiel que l'on a, ne peut pas rester insensible. Alors, au regard de ces chiffres, on pourrait se poser la question, pourquoi on arrive à une situation comme celle-ci en France? Parce que la France se singularise par son faible taux d'emploi des seniors, et donc on s'interroge sur les facteurs aboutissant à cette situation. Le premier facteur qu'on objecte généralement, c'est le coût. Un senior, logiquement, coûte plus cher qu'un junior. Sauf que quand on pose la question aux seniors de se dire est-ce que vous êtes inflexible sur vos prétentions de rémunération, souvent ceux-ci répondent que non. Ils sont tout à fait en capacité de pouvoir revoir la prétention à condition qu'on revienne dans la limite du raisonnable. Et du coup, en fait, le deuxième facteur, beaucoup plus lancinant, qu'on n'aborde pas vraiment, c'est davantage la représentation et la représentativité qu'on a des seniors. Et je dirais que c'est plutôt là où ça bloque. On a une vision des seniors comme personnes ayant un manque d'agilité, manque d'innovation, décalé de leur environnement, réticents au changement, et je dirais que ce sont ces facteurs-là, en réalité, qui font que les seniors sont peu embauchés. On peut quand même souligner que chez les seniors eux-mêmes refusent généralement d'embaucher des seniors avec ces mêmes sujets-là. Alors, qu'est-il possible de faire? La NDRH, l'Association nationale des DRH, réfléchit à un index un peu à l'instar de ce qui existe en termes d'égalité homme-femme ou de personnes en situation de handicap, de manière à pouvoir mettre en avant et à piloter des indicateurs pour améliorer cette situation. On pourrait imaginer une sorte de discrimination positive. Mais alors, est-ce qu'on peut aborder en fait ensemble les vrais points aussi qui sont remontés? En fait, quand on pose la question auprès de nos jeunes clients, souvent l'une des raisons qui expose leur départ, leur volonté de partir au sein de d'autres organisations, assez souvent il y a la hiérarchie. Et quand on est amené à leur poser la question de la hiérarchie, c'est en disant mais comment ça se passe en termes de mode de fonctionnement, en termes d'épanouissement. Souvent, ce qu'ils reprochent, ce n'est pas l'entreprise. Ils quittent rarement une organisation en général. Ils apprécient d'ailleurs plutôt l'entreprise au sein de laquelle ils sont. En revanche, ce qu'ils reprochent, c'est leur N+1. Et je dirais que dans les grosses organisations, ce qui revient de manière assez fréquente, c'est mon N+1 est un pur produit de l'entreprise. Il est là depuis 20, 25 ans, 30 ans. Et sincèrement, c'est juste plus possible. On ne se comprend plus. Le problème, c'est que ces jeunes-là, qui ont 25, 30, 35 ans, c'est cette image-là qu'ils ont des seniors. C'est l'image de personnes qui sont restées 25, 30 ans au sein d'une organisation. Et donc ça, c'est un problème. Alors, j'entends déjà dire, mais on peut rester 25 ans dans une même entreprise et être extrêmement innovant. J'ai envie de dire, je suis assez moyennement convaincu. C'est comme si derrière, moi j'étais né en France et j'ai été resté jusqu'à mon âge, 37 ans, et que je devais réfléchir à une politique de ressources humaines européenne ou monde. Oui, j'ai pu éventuellement lire des œuvres ou regarder des reportages, mais est-ce que je vais être aussi efficace et aussi efficient que quelqu'un qui a travaillé aux États-Unis, qui a travaillé en Chine ou qui a travaillé en Angleterre? J'en suis pas forcément convaincu. Et le problème,
c'est que dans cette manière de fonctionner, comment moi je vais intégrer quelqu'un qui est plus jeune et qui potentiellement va en savoir nettement plus que moi. Et je dirais qu'il est là un peu l'un des périmètres bloquants, ce sont des personnes qui restent extrêmement longtemps et qui du coup effectivement donnent une mauvaise image, ou en tout cas une image tronquée des seniors. Parce que beaucoup de seniors en réalité sont innovants et sont agiles, parce qu'ils ont changé plusieurs fois d'entreprise, plusieurs fois de secteur d'activité, se sont remis en question. Mais ce n'est pas forcément ce modèle qu'ont la nouvelle génération des seniors. Et c'est un véritable problème. Et je dirais que les seniors qui font preuve d'innovation ne sont pas forcément, on n'en parle pas suffisamment. Le deuxième point aussi qui est important, c'est expliquer pourquoi, quand on est senior, on souhaite avoir une rémunération plus élevée. Bien évidemment que ça se justifie. 25 ans ou 30 ans d'expérience, ça se paye parce qu'on a une expérience. Le seul petit problème, c'est que généralement sur le CV, on ne la voit pas. Et expliquer que quelqu'un à 50 ans vaut 130 000, 140 000, 120 000, alors quelqu'un qui est un peu plus junior va valoir 70 000 ou 80 000 sur des postes à responsabilité, c'est-à-dire on explique à peu près 40 à 50% de différentiel, ça s'explique. Mais ça doit être très clair sur un CV. On doit vraiment mettre en avant soit les budgets qui ont été extrêmement significatifs, soit le fait qu'on a travaillé sur multi-sites, qu'on a travaillé à l'international, qu'on ait des équipes multiculturelles. Et dans ces cas-là, on peut être amené à justifier évidemment d'une rémunération qui est plus significative. Mais ce n'est pas automatique, c'est plus ça en réalité que je veux dire. Le troisième point, c'est le réseau. Quand on est senior, quand on a eu des postes à responsabilité, il n'est pas audible d'entendre qu'à 52, 53, on n'a jamais été dans un réseau, jamais dans un club, jamais dans une association professionnelle. Et évidemment qu'on le paye. On le paye parce qu'en réalité, le réseau qu'on a construit, il était inhérent à l'entreprise. Et quand on n'est plus dans cette entreprise-là, on se retrouve bien seul. Et donc là, troisième conseil, il faut investir. Et je dirais que plus on le fait tôt, mieux c'est. Encore une fois, on ne le dira jamais suffisamment. Le réseau, il faut le créer quand on n'en a pas besoin. Il vous sera utile et surtout, il sera pertinent en termes d'échange. Le quatrième point, c'est se former tout au long de sa vie. Ça semble évident, mais trop souvent, on s'aperçoit que des personnes deviennent décalées du marché parce qu'elles ne se sont pas formées. Typiquement, sur le marketing, il faut désormais avoir une couche de digital. Tout comme il y a certaines fonctions à responsabilité où ne pas parler anglais est un problème de fond. Beaucoup de startups recrutent, mais très souvent, et ce qui est assez logique, elles veulent des gens qui parlent anglais, voire parfois une troisième langue. Et trop souvent, on a des seniors qui sont décalés parce qu'ils ne parlent pas cette deuxième ou cette troisième langue, non pas parce qu'ils n'ont pas envie de la parler, mais c'est parce que dans l'entreprise au sein de laquelle ils étaient, ils n'avaient pas besoin. Et donc, encore une fois, la formation, elle est très souvent laissée de côté. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des remarques, c'est avec grand plaisir que je prends le temps d'y répondre. À très bientôt. Au revoir.